Bonjour à tous. Alors déjà, pourquoi le jour où la France est mourue? Eh bien, en plus du petit clin d'œil taquin à ceux qui égratignent le français, c'est moins une affirmation qu'une réflexion que je vous propose de mener ensemble. Est-ce que nous sommes arrivés ou allons-nous arriver au jour où la France est mourue? L'histoire de France, c'est l'histoire d'un peuple qui se voulait libre et qui soudain a ouvert ses frontières, changé sa monnaie, laissé à d'autres son budget, effacé ses référendums, fait voter presque toutes ses lois en dehors de son territoire, rejeté son drapeau, et puis, pour un pays fier de sa culture, il a voté la loi Furaso, qui va faire disparaître sa langue, il a laissé son éducation nationale sombrer, ses acquis sociaux se détériorer, et son économie partir en fumée. C'est pas une paille. Donc je vous emmène à la rencontre d'une France qui aura tenté l'aventure de l'Union européenne, mais à savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour ce faire, nous allons remonter le temps, nous plongerons au cœur des institutions européennes, on fera un petit tour du côté des frontières et de l'euro, on se demandera alors ce qu'il en est de la démocratie, et enfin, qu'impliquent sur notre quotidien les traités européens. Alors, de tout temps, la France s'est battue pour être indépendante, brillante, innovante. La France, ça a été François Ier face à Charles Quint, des Français qui résistent alors qu'ils sont pris en étau par le Saint-Empire romain germanique, une des premières coalitions européennes. De tout temps, le peuple de France est voulu indépendant de toute oligarchie. D'un côté encore le Saint-Empire et la noblesse, et face à lui, la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est toujours la France qui brille. Mais c'est aussi une contradiction. De tout temps, on se déchire à l'intérieur des frontières. Qui la vend? Qui la protège? C'est Philippe Pétain et l'appel de la Nouvelle Europe voulu par le Troisième Reich, et c'est le général de Gaulle qui voudra que la nation se rassemble pour vivre libre. Et puis l'histoire s'accélère, c'est le CNR, le symbole de la solidarité, et c'est encore la France qui gagne sa liberté. Et puis les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, des hommes providentiels pour certains, pas pour d'autres. Et enfin voilà, on y arrive, on change de cap, c'est le traité de Rome en 1957. C'est un premier président, Walter Einstein. Et ce sont 6 pays qui signent le début de ce qui deviendra l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Toute une histoire pour en arriver à ce qu'on nous a vendu comme un rêve, l'Europe des peuples, l'Europe de la paix, le plein emploi et l'indépendance face aux 2 grands blocs, l'Amérique et l'Union soviétique. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que l'histoire a plus d'un tour dans son sac et ça va rebondir, et même très fort. En 2000, nous apprenons que nos pères de l'Europe n'étaient pas si providentiels que ça. Ils étaient financés par les USA. Ce sont les fameux dossiers déclassifiés de la CIA. Alors on sait aussi que tous les présidents américains ont eu un regard bienveillant sur la construction européenne, pourtant bâtie pour leur faire concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Alors quoi penser des déclarations d'Eisenhower dans Paris Match en octobre 1951 ? Rien ne pourra nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe se réunissent. Aucune décision pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Mais quelle est donc cette tâche qui fait que l'Europe, pourtant concurrente, semble ne pas être si gênante? Et puis c'est le tour du président Walter Einstein, qui aura été un des juristes désignés par Hitler pour bâtir le projet de Nouvelle Europe. Projet qui aura pour concept majeur que les décisionnaires n'ont aucun compte à rendre au peuple. Face à tous ces éléments qui s'entrechoquent, certains aujourd'hui se demandent qui a bien pu payer les alliances du mariage, et d'autres affirment même que cette union n'a jamais été signée pour le meilleur, mais plutôt pour le pire. Voilà pour ce résumé rapide de l'histoire, et à la revisiter, on en arrive à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la France se doit par traité de respecter les institutions de l'Union européenne. Alors nous allons jeter un coup d'œil au principal. Leurs rôles sont définis
dans les traités européens. C'est à la fois bien puisqu'on sait qui fait quoi, sauf que ça peut être un frein pour l'évolution de leurs compétences, surtout lorsqu'on sait qu'on ne peut pas changer facilement, voire pas du tout, le contenu des traités. Alors elles ont des rôles qui interagissent les uns avec les autres, et visiblement, c'est la Commission européenne qui est le cœur décisionnaire. Par contre, il y en a une qui semble n'avoir de lien avec aucune autre, on y reviendra. Donc, voyons celle qui joue un rôle majeur, le Conseil européen. Il rassemble les chefs d'État, peu souvent, et ne fait que donner l'orientation de politique générale. Vous allez me dire, c'est déjà énorme. Sauf que cette politique, elle est soumise à la direction donnée par les traités européens. Donc, c'est un frein à la liberté des chefs d'État de débattre de tout ce qui n'est pas contenu dans les traités. Et en ce qui nous concerne, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le problème. C'est donc un frein pour la politique menée par notre président de la République en France. Il n'a pas vraiment d'alternative. Soit il suit les directives européennes, soit il décide de quitter l'Union. Alors ensuite, le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle aussi le Conseil, lui, il travaille en collaboration étroite avec le Parlement. Il regroupe un représentant de chaque ministère par État membre. Il s'occupe du budget et c'est lui qui vote les lois, après donc discussion avec le Parlement. Le Parlement européen qui, lui, pour montrer l'exemple des économies qu'il nous demande de faire tout le temps, se partage entre Bruxelles et Strasbourg. C'est très pratique pour faire voyager les 751 députés qui sont élus dans les 28 États membres, sans oublier bien sûr les tonnes de dossiers, les secrétaires, les collaborateurs. Ces députés, ceux pour qui l'on vote lors des élections européennes, ne sont en fait que consultés. En fait, ils aident le Conseil des ministres pour qu'il vote les lois. Et ces lois, elles sont votées à la majorité absolue ou qualifiée, ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Et dans ce cas, et c'est souvent, c'est la Commission qui finit le travail et qui adopte les lois selon ses propres critères à elle. Quels sont ces critères ? Eh bien, il faudra lui demander. Donc on sait qui vote vraiment les lois, mais qui les propose quand on sait que les députés, c'est-à-dire le peuple, ne peuvent pas le faire ? Eh bien, la Commission européenne, ou Commission. Elle regroupe le président, actuellement c'est Jean-Claude Juncker, 28 commissaires, un par État, qui eux ne sont élus par personne, c'est-à-dire ils sont choisis selon leur qualité. Mais la notion de qualité, eh bien ça, il faut aussi le demander à la Commission. Alors son rôle, c'est faire appliquer les lois et le budget. Ça c'est l'exécutif, comme en France. Et puis c'est elle qui propose donc les lois. Et quand on sait qu'elle a aussi un regard sur la justice et la force armée pour la sécurité de l'Union, et ça c'est loin d'être comme en France, alors c'est là qu'on est content d'être amis avec Wikipédia. Et Wikipédia nous dit « Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. » Alors de là à dire que ça peut être appliqué à l'Union européenne, je vous laisse voir avec vous-même. Et enfin, la BCE, la Banque Centrale Européenne, celle qui n'avait aucun lien avec personne, eh bien, c'est une banque. Elle reçoit l'argent de tous les pays membres, donc notre argent. Mais attention, on continue à s'accrocher, elle en fait ce qu'elle veut. Elle décide de la politique monétaire de l'Union, mais elle est totalement privée et indépendante. Et ça, c'est plutôt à mourir de rire, surtout avec l'argent des autres. Elle n'a aucun compte à rendre à personne, ni au chef d'État, ni à la Commission européenne, qui est pourtant le cœur de l'Union, ni aux Européens, ni même à la justice. Totalement en dehors de la planète. Quant à sa politique, c'est jouer contre l'inflation. L'inflation, pour faire court, plus il y en a, moins les riches sont riches. Sauf qu'en jouant avec une dose d'inflation, on peut aussi relancer la compétitivité et donc créer de l'emploi. Mais bon, vu qui est à la tête de la BCE, ancien collaborateur de Goldman Sachs,
c'est pas vraiment la solution qui est choisie. Ensuite, l'Union européenne, c'est l'euro et c'est un marché sans frontières intérieures. Alors voyons ce qu'il en est pour la France. Une monnaie, en plus de son côté pratique pour échanger la valeur de son travail contre la baguette de pain qui est le travail du boulanger, c'est en fait le reflet de l'économie du pays. Les moyens de production, les salaires, la productivité, les acquis sociaux, la manière de vivre. Jusqu'en 2002, nous avions le franc. Et chaque pays souverain avait sa propre monnaie, c'était le reflet de ce qu'il était. Et ça, c'est la diversité. C'est ce qui fait qu'un Français n'est pas un Allemand ou un Italien. Et même si on nous parle de modèle allemand, eh bien c'est bon pour les Allemands. Nous, on est simplement différents. Et puis ça a du bon d'être différent, parce que ça permet d'échanger, puis ça permet de grandir de la différence de l'autre. Alors la monnaie, plus ton économie se renforce, plus elle devient forte. Et l'inverse est pareil. Et comme des vases communicants, quand ton économie se renforce, c'est un petit peu comme si la monnaie du voisin, elle perdait de sa valeur. Alors, avec ta monnaie, tu peux acheter une tomate de ton jardin. Mais selon la force de ton économie, si tu regardes dans le jardin du voisin, tu te rends compte que tu peux en acheter plusieurs pour le même prix. Alors bien sûr que c'est tentant, mais si le voisin il vient chez toi te vendre les tomates de son jardin, eh bien les tomates de ton jardin, elles vont pourrir. Alors là, plus de commerce, plus de travail et plus d'argent. Alors pour que les tomates des uns ne deviennent pas des bombes qui vont venir détruire les tomates des autres, eh bien à l'époque on savait réguler le marché. Comme ça, chacun avait sa chance de faire du commerce. Il ne viendrait d'ailleurs pas à l'idée d'un père de faire une course à pied contre son petit garçon en partant au même niveau. Ou alors c'est un fou furieux. Il va laisser une distance de compensation pour que chacun ait sa chance, bien sûr, d'arriver premier. Avec le temps, plus l'enfant grandit, plus le père va se rapprocher de lui jusqu'au jour où l'enfant il va devenir plus fort et c'est le père qui, lui, va partir le premier devant son fils. Et bien pour la monnaie, c'est pareil. On pouvait jouer sur le coût de la monnaie pour être plus compétitif. Et puis aussi, on avait des frontières avec des droits de douane. Et donc tout ça, ça permettait de faire du commerce en bonne intelligence. Et puis est arrivé l'euro. On nous a dit que c'était une monnaie unique, puis une monnaie commune. En fait, c'est pas ça. C'est un ensemble de monnaies homonymes à taux fixe. Même s'il y a la Banque Centrale Européenne, nous avons gardé nos banques centrales. Nous avons toujours la Banque de France. Mais notre monnaie s'appelle pareil que la monnaie de la Banque d'Allemagne, c'est l'euro. Des monnaies homonymes. Et ces monnaies ont un taux de change, les unes entre les autres, qui est défini et fixe. On ne peut plus jouer dessus. Alors, vu que nous avons des économies toujours différentes, nous l'avons vu, l'euro coûte plus ou moins cher selon les pays. Mais alors, comment faire pour ajuster nos différentes économies pour pas que la tomate de l'autre ne devienne une bombe pour ma tomate à moi? On ne peut plus ajuster le coût de la monnaie, il n'y a plus de frontières. Eh bien, la seule variable d'ajustement que nous laisse ce système, c'est l'humain. Et l'humain, c'est le code du travail, les charges sociales, les salaires et les retraites. Et ça fait beaucoup de mécontents. Pourtant, Jacques Attali, qui est présenté tout le temps à la télévision comme un grand économiste, disait dans les années 90, lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Eh bien, voyons s'il est aussi fort que ça avec le reflet économique et social entre 2002, date de l'introduction de l'euro, et 2013. 57,14% de chômeurs en plus dans la zone euro. De plus en plus de pauvres et de très pauvres en France. Et par jour, 600 emplois industriels qui disparaissent, une usine qui ferme et 700 Français qui tombent sous le seuil de pauvreté. Donc, n'en déplaise à Jacques Attali, la zone euro aura toujours été classée dans les dernières zones économiques au monde, comme en 2013, où elle aura eu un taux de croissance de 0,8%. Alors face à tous ces éléments, est-ce que ça serait un réel cataclysme de quitter la zone euro? Est-ce que l'euro est une bonne chose ou pas pour nous? À vous de voir. Alors maintenant, on va se pencher sur l'aspect démocratique de l'Union européenne, à savoir que je vais mettre de côté le débat des différentes déclinaisons de la démocratie, je ne vais garder que l'idée de gouvernance représentative, c'est-à-dire trouver la meilleure manière de gouverner pour que les citoyens se sentent représentés. Alors à la base de notre République,
il y a Montesquieu. Et pour Montesquieu, les différents pouvoirs sont séparés. D'un côté, l'exécutif, au gouvernement, le législatif, c'est le peuple, et le judiciaire, totalement indépendant, ce sont les juges. Et là, on a vu que ça n'est pas la manière de procéder de l'Union européenne. Et puis l'article 1er du pacte de l'ONU qui impose le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, voyons ce qu'il en est. Est-ce qu'on nous a demandé, en 59 ans, depuis le traité de Rome, si nous voulions appartenir à l'Union européenne? Alors pour le traité de Rome, c'est clair, il n'y a pas eu de référendum. Le premier référendum, c'est le traité de Maastricht en 1992. La question était de savoir si nous voulions de l'euro, mais pas si nous voulions appartenir à l'Union. On a dit oui, mais si nous avions répondu non, nous n'aurions pas eu l'euro, mais nous aurions été quand même dans l'Union européenne. Ensuite, un second référendum, c'est en 2005, la Constitution européenne. 55% des Français disent non, mais la question n'est toujours pas « est-ce que vous voulez de l'Union européenne ?» Et puis 3 ans après, la démocratie va encore plus souffrir, c'est le traité de Lisbonne, celui qui est imposé par la majorité de nos représentants, tous partis confondus, ou presque. Le traité de Lisbonne, c'est la Constitution que l'on a rejetée, mais dont les numéros des articles ont été intervertis. Le 104 qui devient le 181 et qui devient le 123. Là non plus, on ne nous a pas demandé si nous voulions appartenir à l'Union européenne. D'ailleurs, nous y sommes toujours. Mais il n'y a pas que les référendums. Madame Viviane Reding, vice-présidente de l'Union européenne, va déclarer en 2012 devant nos députés « Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. » Alors ce qui veut dire que nos députés ne servent plus à rien, qu'ils ne nous représentent plus. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit que la nation, c'est le peuple, c'est nous. Donc pour l'Union européenne, il n'y a plus de nation, et donc il n'y a plus de peuple français. Ensuite, Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, lui, il dira en pleine crise grecque en 2015 « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Alors je peux me poser la question, s'il n'y a pas de choix démocratique, Jean-Claude, il y a donc ? Eh bien, il y a donc l'inverse, et nous savons tous ce qu'est l'inverse de la démocratie. Et puis pour finir, un dernier exemple avec Helmut Kohl, qui fut chancelier allemand, mais surtout qui fut à l'origine du traité de Maastricht. « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu. Je me suis comporté comme un dictateur. Merci Helmut. » Alors, face à tout ça, et ce ne sont que des faits, à nous de savoir si cette construction européenne nous est imposée pour notre bien, ou s'il faut s'en inquiéter. Alors, voyons qu'est-ce qu'il en est pour la France de nos jours. Pour ce faire, on va s'attarder un instant sur la loi Notré, la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est une loi récente, elle a été appliquée en partie en janvier 2016 et c'est elle qui aura regroupé, entre autres, nos régions. Alors pour regrouper des territoires ou changer leurs frontières, jusqu'à présent il fallait s'en référer au Code général des collectivités territoriales et donc aux citoyens. Sauf que cette fois-ci, on ne nous a rien demandé. Alors pourquoi ? Il faut savoir que le dernier référendum en France s'est déroulé en avril 2013 pour regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, un petit peu comme nos régions en 2016. Là, il n'y a que les Alsaciens qui étaient concernés et les Alsaciens ont répondu non. C'est pas bien. C'est en fait ce que disait Brecht. Brecht disait « Le gouvernement étant mécontent du peuple, il a décidé d'en changer. » Mais vu que c'était pas possible, alors Hervé Guémard, aidé de la majorité des représentants du peuple, a simplement enlevé du Code général des collectivités territoriales l'article qui imposait le référendum. Et c'est donc pour ça que l'Auvergne et Rhône-Alpes sont devenus Auvergne-Rhône-Alpes sans que les habitants n'aient été consultés.
C'est d'ailleurs ce qui rentre dans la politique des eurorégions. Alors c'est quoi une eurorégion? Une eurorégion, c'est à peu près la forme administrative des États américains ou des Länders allemands. Et quand on regarde la carte des verts européens, on se rend compte qu'il n'y a plus que des régions. Les États ont disparu. Il n'y a plus de France. C'est d'ailleurs ce que nous explique François Asselineau dans sa conférence « Les eurorégions ». La France donne de plus en plus de compétences aux régions. Les régions vont devenir de plus en plus autonomes. Mais à force de donner toutes ces compétences, la France devient une coquille vide et elle ne va plus servir à rien. Les régions, elles, vont dépendre directement de Bruxelles. Et lorsqu'on va effacer les doublons administratifs, eh bien la France va disparaître. C'est une simple théorie, mais une théorie que l'actualité rend de plus en plus factuelle. Et puis bien sûr, l'Union européenne s'adresse à nous tous les jours. La loi des lois, c'est de moins en moins notre constitution de 1958, ce sont les traités européens. Ces traités, nos gouvernements les appliquent, et même que parfois on est totalement perdu avec nos valeurs qui disparaissent. Alors, est-ce que c'est volontaire de leur part, ou sont-ils obligés? La première chose à savoir, c'est que l'Union européenne a des compétences qui lui sont propres. Ce sont les compétences exclusives qui ne regardent plus les États. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Ces compétences sont l'union douanière, entre autres les taux, et ça peut provoquer des délocalisations, des règles de concurrence entre les États, et ça peut amener des privatisations, et puis la politique monétaire, on a vu ça avec l'euro. Et les États n'ont donc rien à dire sur tout ça. Ensuite, des compétences dites partagées, à savoir que dans les faits, on ne demande que rarement les avis des États. Alors il y a la politique sociale, ça c'est le code du travail, les acquis sociaux, la santé publique, puis l'agriculture, les transports, la justice, l'immigration, l'énergie, en fait presque tout ce qui est important. Mais à savoir que ces compétences-là sont soumises au principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les États peuvent encore agir, mais jusqu'à ce que l'Union européenne s'en saisisse. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement tout s'accélère, on le voit avec la France, qui applique entre autres la vision de Bruxelles sur le Code du travail. Si on rajoute à ça ce que l'on a déjà vu avec le Conseil européen, soit nos hommes politiques acceptent de suivre, soit ils décident de quitter l'Union. Alors l'Union, c'est donc les traités européens. Dans ces traités, il y a un article très important, c'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Il impose les grandes orientations de politique économique, c'est-à-dire les GOPE. Les GOPE, on les retrouve dans un document annuel qui s'appelle « Recommandations du Conseil ». Alors certains disent que le titre pourrait être « Imposition du Conseil ». Ce qui donne le programme national de réforme. C'est la feuille de route annuelle de la France qui se présente comme ça. Et c'est bien marqué « Recommandation » que l'on pourrait traduire par « directive ». Recommandation adressée à la France par le Conseil européen. Alors là, les recommandations sont de 2014 et le programme de réforme, lui, est de 2015. Il y a un petit battement entre eux, mais à bien y réfléchir, c'est un copier-coller. Donc nous allons voir quelques exemples pour bien montrer que ce que nous vivons tous les jours, même si les médias n'en parlent jamais, c'est ce que l'Union européenne décide pour nous. Alors pour la loi Notré, on voit bien qu'il y a une colonne de recommandations à gauche et des colonnes d'application pour la France. Et très vite, qu'est-ce qu'on y lit? Décentralisation d'un côté, création de régions européennes et division par deux des régions, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Fusion des collectivités locales, et la France répond par la réduction des intercommunalités. Et là, on comprend que nos communes, telles que nous les connaissons, vont disparaître ou vont devoir se regrouper par agglomérations plus importantes, les fameuses agglos. Ensuite, éliminer les doublons. Et on lit transfert de compétences des départements. Et là, en plus des communes, ce sont les départements qui vont donner leurs compétences à la fois aux régions au-dessus et aux agglos en dessous. Et puisqu'il faut éliminer les doublons, alors les départements vont disparaître. Et c'est tout notre héritage de la Révolution française qui va partir en fumée avec les communes et les départements.
Ensuite, jetons un coup d'œil sur l'agriculture. La France avait une agriculture de qualité et de terroir. Désormais, elle est soumise aux articles 33 et 39 qui imposent la productivité et le progrès technique. Eh bien, ça impose de regrouper les exploitations en exploitations gigantesques façon États-Unis, de plus en plus d'engrais, la réintroduction des farines animales et des OGM par l'Union européenne. Et lorsque la France a voulu s'y opposer, elle a payé près de 10 millions d'euros de pénalités. C'est aussi de plus en plus de normes sanitaires et administratives, mais aussi de moins en moins de protection avec l'article 32 qui favorise les échanges commerciaux, c'est-à-dire tout doit être fait à n'importe quel prix pour faire du commerce. C'est donc un choc frontal pour nos agriculteurs face à des pays à très bas coût de salaire, une réelle guerre qui leur est menée. La France était 3 millions d'exploitations agricoles dans les années 60. Aujourd'hui, les agriculteurs sont moins de 400 000. 2 agriculteurs se suicident tous les 3 jours. Et l'Union européenne qui continue des accords de libre-échange comme celui entré en vigueur en janvier 2016 avec l'Ukraine, qui a un salaire minimum 35% moins cher qu'en Chine. Une guerre qui ne fait que commencer quand on sait que le TAFTA va nous être imposé. Le TAFTA, c'est un accord de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne où seuls les plus forts résisteront. Pour nos services publics, si je connais personne qui aime payer des impôts, nous sommes nombreux tout de même à nous dire qu'à en payer, au moins que ça finance ce qui peut nous faciliter la vie. Alors on a beau critiquer nos fonctionnaires, ou nous faire critiquer nos fonctionnaires, comme pour mieux les faire disparaître, un facteur, c'est du lien social. Surtout lorsqu'ils visitent une personne seule. Et c'est important le lien social. Nos pompiers, nos infirmières, on aurait été content de les trouver lors des attentats en France. Le train, ça relie aussi les hommes, et nos écoles, ça fait la France de demain. Alors que restera-t-il de tout ça avec l'article 106 du TFUE qui interdit aux États de financer les entreprises publiques? Si l'État ne peut plus financer les entreprises publiques, alors c'est l'annonce de la privatisation de nos services publics. On l'a vu avec l'EDF, on le voit avec la SNCF. Et si on laisse aux banques le droit de financer l'éducation de nos enfants un jour, c'est leur avenir qui sera conditionné à la rentabilité. Et la rentabilité, ça fait pas bon ménage avec la culture. Si on regarde dans le programme de réforme, on lit qu'on s'attaque aux professions réglementées. Alors ça donne les taxis Uber. Et cette ubérisation, elle risque de s'appliquer à tous les métiers, pas simplement les taxis. Tous auto-entrepreneurs. Et pourquoi pas, plus de salaire, de charges et de retraites telles que nous les connaissons. Et puis on parle de concurrence et on répond par la libéralisation des transports. La fameuse loi Macron qui n'a absolument rien inventé. On va privatiser la SNCF et mettre de plus en plus de cars sur les routes, même s'ils vont polluer bien plus. Mais des cars, surtout, qui pourront être conduits par du personnel moins qualifié que pour conduire un TGV. Et là, eh bien, ça fait appel à des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ce sont des travailleurs qui viennent de loin, mais qui coûtent beaucoup moins cher qu'un travailleur français. Alors ça peut être bien de voyager pour pas cher, mais si ça met tout le monde au chômage, alors on peut se demander qui pourra encore voyager, même pas cher. Et ça prépare l'arrivée du TISA. C'est comme le TAFTA, mais en pire, entre les États-Unis, l'Union européenne, mais aussi avec une vingtaine de pays tout autour de la planète, un accord de libre-échange sur le commerce des services. C'est toute notre manière de penser les services et donc la fin de nos services publics qui est annoncée. Tout ça nous amène obligatoirement à l'emploi. La réponse le plus souvent donnée par nos hommes politiques lorsqu'ils ne savent plus quoi dire, c'est le mot mondialisation. Comme si c'était tombé du ciel et que c'était inévitable. Sauf que la mondialisation, ce n'est autre qu'un ensemble de lois qui dérégulent tout ce qui nous protégeait auparavant, mais qui, bien entendu, limitait les profits. Donc, entre autres, les traités européens nous imposent l'article 26. L'Union européenne est un espace de libre-échange, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, et non faussé, c'est-à-dire que les États n'interviennent plus d'aide. L'article 32, on l'a déjà vu pour les échanges commerciaux avec les États membres, c'est-à-dire les 28 États de l'Union européenne,
mais aussi les pays tiers, c'est-à-dire tout le reste de la planète et même la Chine. Le principal, c'est le commerce. Mais qu'en est-il des acquis sociaux et du niveau de vie des travailleurs? Mais aussi l'article 63, lui c'est le plus intéressant. Toute restriction de mouvement de capitaux est interdite. C'est-à-dire que si j'ai une usine en France, si je la vends, personne ne m'interdira de prendre l'argent pour aller construire une autre usine dans un pays comme la Pologne où le coût de travail est beaucoup moins cher. En fait, l'article 63 interdit d'interdire les délocalisations. C'est d'ailleurs l'exemple de Florange et Gandrange, les usines d'ArcelorMittal. La droite et la gauche auront eu chacun la leur, et ils nous auront tous dit qu'ils allaient se battre contre les délocalisations. Ils se sont même fait élire sur ce thème. Peut-être qu'ils avaient dû rater les cours où l'on parlait de l'article 63, ou alors ils savaient, mais alors là ils nous ont menti. Quoi qu'il en soit, les usines ont été délocalisées. Alors quand on sait tout ça, et que le SMIC de la Bulgarie est de 173 € par mois, alors pour être moderne, je dis, c'est pas lol. Ensuite, l'Union européenne vient nous parler de restrictions de retraite alors que ces articles organisent la fuite de notre industrie et de nos emplois. Et la France répond par des hausses de cotisations de retraite et d'une plus longue durée de cotisation. Alors pour créer de l'emploi, on va baisser les allocations chômage, comme si ça avait un lien, et on va faciliter les petits boulots, donc précaires. Et comme si ça ne suffisait pas pour des Français qui se paupérisent, on va s'attaquer aux prestations sociales et au remboursement de santé. La santé étant d'autre part, il faut le savoir, soumise à 2 articles des traités européens qui évoquent des impératifs de rentabilité. Alors est-ce que ça annonce la privatisation de la sécurité sociale? En tout cas, c'est une explication à la baisse des remboursements. Ensuite, très vite pour montrer que la loi s'applique bien entendu à tous les secteurs, l'immigration. Alors on sait que ça fait de l'audimat, on sait que c'est un bon thème pour les élections, mais on oublie surtout qu'on parle d'humain et que ça crée de la misère, de l'exaspération autant chez ceux qui arrivent que chez ceux qui vivent déjà ici et qu'on n'écoute plus jamais. On le voit avec les événements de Calais, on le voit avec les événements des migrants. Mais que fait le gouvernement? C'est ce que j'entends tout le temps dire. Eh bien, rien. Puisque ce sont 4 articles des traités européens qui décident des entrées et des sorties du territoire, du regroupement familial, du droit d'asile et des expulsions du territoire. Donc ceux qui vous disent qu'ils vont agir contre l'immigration sans vouloir sortir de l'Union européenne, et donc de ces articles-là, ne vous disent pas la vérité. Alors bien sûr, il y aura toujours ceux qui vous diront « oui, mais tu comprends », en fait les beaux parleurs qui surtout ne connaissent pas l'histoire, et l'histoire récente, c'est le président Sarkozy en 2010 qui aura voulu renvoyer les Roms dans leur pays d'origine. Alors Viviane Reding, qui s'occupait à l'époque de ces affaires-là pour la Commission européenne, aura dit non, et ce fut non. Point à la ligne, tout le reste n'est que bavardage. Alors on va finir avec la sécurité nationale. Est-ce que l'Europe est toujours synonyme de paix? Eh bien c'est l'article 42 du traité sur l'Union européenne, le TUE, qui impose l'OTAN comme garant de la sécurité de l'Union. C'est tout de même insolite pour une Union européenne qui a été bâtie pour faire rempart aux grands blocs étrangers. Parce que l'OTAN, c'est tout de même Washington. Et que la politique étrangère des USA, elle se définit par ce qu'on appelle le choc des civilisations. Il suffit de lire Huntington et Brzezinski. Et puis ensuite, lorsqu'on voit la carte des bases de l'OTAN, et qu'on voit toutes ces guerres dans des pays pas très blancs, auxquels l'Union européenne et la France ont participé, et sans parler de la violence qui règne désormais au sein de l'Union elle-même, on peut tout de même se demander si vraiment l'Europe, c'est la paix. Alors avant de conclure, il nous reste à voir le cadeau de l'Union, c'est-à-dire les aides et les subventions européennes. Ça ne vous aura pas échappé, il y a bien un point d'interrogation, et on va voir pourquoi. Tout d'abord, il y a une contrepartie à ces subventions, c'est de faire la publicité de l'Union. Pour chaque aide, on dresse le drapeau européen. C'est pour ça qu'il y en a autant sur nos bâtiments publics ou lorsqu'on fait des grands travaux. Alors il est vrai que nous recevons différentes aides de l'Union européenne. La PAC, la politique agricole commune, le FSE, le Fonds social européen, le Fonds FEDER pour les entreprises et les formations. Mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier,
c'est que la France est le second contributeur net de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on donne plus à l'Union qu'elle nous en reverse. Dès qu'il y a de l'argent distribué quelque part par l'Union, c'est-à-dire en Grèce ou même en Ukraine, malgré son gouvernement composé d'un tiers de partis néo-nazis, eh bien 16% sont payés par la France. Chaque année, la France donne à peu près 24 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous rend de notre argent à peu près 15 milliards, les fameuses aides qu'on vient de voir. Et lorsqu'on fait la balance, la France perd 9 milliards. Alors, lorsqu'on perd 9 milliards, est-ce qu'on peut dire que l'Union nous donne des aides ? Certains même disent que si nous quittions l'Union européenne là, maintenant, nous pourrions donner les mêmes subventions à tout le monde, mais que nous aurions en plus 9 milliards par an pour aider nos écoles, nos hôpitaux et nos services publics. Par contre, ce qui est plus sûr, c'est que le véritable cadeau de l'Union européenne, mais à l'envers, c'est une inflation normative. De plus en plus de normes sur tout. Ce sont les fameuses normes européennes. Alors pour conclure, face à tout ça, il semble y avoir de plus en plus de questionnements et de plus en plus de colère qui s'expriment. Il y a aussi des partis que l'on appelle souverainistes, qui sont eurocritiques, comme le Front de gauche, le Front national, jusqu'au petit parti de Debout la France. Eux, ils ne veulent pas quitter l'Union européenne, mais ils veulent la faire changer. Ils en appellent à un rapport de force entre la France et l'Union européenne qui ne pourrait en fait que plier. Mais il y a deux autres partis, le PRCF, communiste, et l'UPR, l'Union populaire républicaine, le plus gros et le plus actif, qui eux disent que c'est impossible. On ne peut pas changer une seule ligne des traités européens car nous sommes soumis à l'article 48 du TUE. Ce qui veut dire que tout ce que l'on a vu est soumis à la loi de l'unanimité. Et donc il faudrait que les 28 États membres, pas tous moins un, tous, qui ont pourtant des intérêts totalement divergents, se mettent tous d'accord au même moment sur un même point, et en plus que ce soit dans la direction qui nous intéresse à nous les Français. Eh bien l'UPR dit que ce serait bien plus difficile que de gagner à l'euro-million. Ces partis nous renseignent même sur le fait que l'on ne peut pas quitter l'euro sans quitter l'Union européenne, car il n'y a aucun article dans les traités qui le permettent. Alors ils appellent donc à quitter l'Union européenne par l'article 50 qui lui le permet et n'est pas soumis à la loi de l'unanimité. C'est pour eux le seul moyen pour que les Français retrouvent la liberté de choisir eux-mêmes leur destin collectif. Alors donc, que faire de toutes ces informations ? Eh bien, tout cela vous appartient. Pour ma part, j'aime à me rappeler ce que nous dit le grand psychologue en communication non violente, Thomas Dansbourg, lorsqu'il cite l'école de Palo Alto. Lorsqu'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours obtenu, comme pour mieux nous pousser à faire évoluer notre manière de penser. Eh bien, j'espère qu'avec tout ça, vous ferez ce qu'il faudra pour que vous obteniez ce que vous voulez vraiment obtenir, et ainsi, nous n'en arriverons jamais au jour où la France est mourue. Je vous remercie.